Je vais appeler maintenant Olivier Giscard d'Estaing. Voilà, nous accueillons Olivier. Merci beaucoup d'être ici. Cofondateur de l'INSEAD, premier doyen. Il est président d'honneur aujourd'hui de la Fondation INSEAD, qui se charge d'assurer un meilleur futur pour l'INSEAD et pour que le monde soit meilleur. Il est auteur de Espérer 150 raisons. Donc c'est un thème parfaitement aligné avec notre soirée. À vous la parole. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous. Voilà, bonsoir. Vous imaginez ma joie d'être parmi vous ce soir pour parler de ce qui est essentiel. Et c'est un sujet ambitieux parce que c'est difficile d'abord de le définir et ensuite d'éviter que des détails n'empêchent l'essentiel d'aboutir. Et il y a beaucoup d'expériences dont nous pourrons parler à ce sujet. Je suis particulièrement content en cette date anniversaire et dans ce cadre historique et religieux. Cet anniversaire, nous avons 54 ans aujourd'hui, ce qui est probablement l'âge d'un certain nombre d'entre vous, ou d'entre nous, non, d'entre vous, pardon. C'est l'âge de la maturité, c'est un très bon âge. Et pour l'école, ça nous rappelle une longue histoire. Je ne vous les raconterai pas, mais je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de ce qui se passait le 12 septembre 1959, quand nous accueillions les 51 pionniers qui avaient pris le risque de venir dans cette école qui n'existait pas, et dans la cour ovale du château de Fontainebleau, avec des discours mémorables. Et c'est d'ailleurs très curieux de voir à quel point je pourrais reprendre en détail chacune des minutes de cette journée. Il y avait 52 participants, dont un Anglais, je vous rajoute d'ailleurs, parce que c'était très significatif à l'époque de pouvoir en avoir au moins un. Et puis alors dans ce lieu, ce collège donc des Bernardins, créé en 1245, c'est-à-dire qu'il a 778 ans, qui a été détruit par la Révolution française, qui est devenu une prison et une caserne de pompiers, mais qui depuis 2001 est devenu un centre qui est capable d'accueillir un monde international hautement civilisé et de très grand niveau. Alors venons-en au thème. À mes yeux, l'espérance fait partie de l'essentiel. Et je voudrais féliciter le père Antoine Guggenheim, directeur du pôle recherche et enseignant dans ce collège, pour sa contribution d'une page dans le principal quotidien français, le 25 août, sur les raisons d'espérer. Je voudrais tout citer dans son texte, qui est tout à fait remarquable, et je vous conseille de le retrouver dans ses archives. Je vous cite 2 ou 3 phrases. « Le progrès n'est plus une religion, c'est un fait. Mais chaque progrès amène une défaite. » C'est manichéen, et je crois que ça mérite une ample réflexion. Car si vous faites des progrès, pensez à tous les dommages que crée votre progrès et tâchez d'en minimiser les effets. Je trouve ça très profond comme analyse. La deuxième phrase. Si l'espoir du progrès disparaît, la démocratie entre en crise. Si les élites ne sont pas capables d'éclairer l'avenir et ne cherchent qu'à être reconduites, le peuple se sent trahi et se révolte. Donc cette vision d'avenir est liée à cet espoir. Et je dirais que c'est la même chose dans les entreprises. Si les chefs d'entreprise n'ont pas une vision d'avenir encourageante pour leur entreprise et s'ils ne la font pas partager à leurs équipes, ils auront des révoltes et des tensions à l'intérieur même de leur entreprise. Donc cette stratégie d'espoir dynamique est quelque chose de tout à fait fondamental. Alors je ne vais pas vous raconter les 150 raisons d'espérer, j'aimerais bien remarquer, mais je ne peux pas non plus vous les résumer. En réalité, il y en avait 164. Et puis d'ailleurs, je voudrais ce soir en rajouter un 165e, c'est l'existence de ce collège. Alors dans mes 164 raisons d'espérer, il y a les business schools, il y a une phrase du professeur Doriot, et je pense que vous retrouverez, ceux qui auront la curiosité de le feuilleter, des thèmes vécus qui nous montrent bien cette dualité entre les événements qui nous portent à espérer et ceux qui nous portent au désespoir. Et que ce soit sur le plan individuel ou collectif. Car l'espoir n'est pas une chose abstraite, c'est une chose vécue par chaque individu, mais vécue collectivement.
Et je crois que pour les leaders, c'est une chose essentielle. Alors je me limiterai à un double message. Eh bien, vous, messieurs et madame les entrepreneurs, vous êtes les principaux créateurs de notre société humaine. Et vous en êtes responsables. Vous êtes responsables de ce qu'elle devient. L'exemple, d'ailleurs, de la mondialisation avec les scientifiques, c'est vous qui l'avez fait. Ce ne sont pas les gouvernements. C'est vraiment les actions entrepreneuriales qui ont développé cet extraordinaire monde moderne et cette extraordinaire transformation. Donc vous avez la responsabilité d'en faire un monde meilleur et de comprendre les dommages que crée cette mondialisation. Car ça n'est pas tout rose, mais c'est par contre une source de dynamisme et d'espoir considérable avec cette contrepartie. Ma deuxième remarque, c'est que vous devez être des modèles de comportement, d'éthique, de créativité, de préoccupation sociale et environnementale. Vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens ont les yeux rivés sur vous, rivés sur votre présence dans l'entreprise, rivés sur vos activités extérieures, mais très souvent sur votre vie personnelle et intime. Et il en résulte une opinion publique fondamentale et qui joue très largement contre l'univers de l'entreprise. Parce que chaque fois qu'un défaut est trouvé, malheureusement, parmi quelques-uns d'entre nous, il devient un thème essentiel des médias, et c'est toute l'image de notre système qui en souffre. Et si on voit cette désespérance collective dont il faut chercher les sources sont probablement dans les deux guerres, la guerre de 14-18 et la Seconde Guerre mondiale, qui ont tué une certaine notion du patriotisme. On n'a plus envie d'être patriote pour aller tuer les autres, comme on l'a eu pendant ces périodes-là. Il y a eu curieusement la chute du communisme, qui a enlevé une tranche d'espérance qu'avaient les peuples, qui croyaient que ça allait leur apporter le bonheur dans une structure nouvelle. Donc en ce moment, on a ce problème de redéfinir un espoir collectif, c'est essentiel. Voilà, mais comme on m'a demandé de ne parler que 5 minutes ou 10 minutes, 10 minutes. Je termine parce que je pense que pendant la soirée, nous allons avoir des interventions tout à fait intéressantes et j'espère qu'on pourra reprendre certains de ces points. Mais je voudrais terminer par un exemple extraordinaire d'une de nos diplômées. Celle-ci a créé en Afghanistan une ONG destinée à former des enseignants capables de raconter les histoires de ce pays. Je trouve ça courageux et une vision de l'essentiel, qui est la transmission du passé, l'histoire et le sentiment que ça peut donner à ce peuple de son identité. Alors, ça prouve que notre recrutement et notre formation engendrent de telles personnalités qui contribuent au mieux-être des populations du monde. Et la vraie fierté de l'INSEAD, c'est le succès remarquable de ces anciens qui méritent tous vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci Olivier. Attention à vous.